Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer cette table ronde consacrée au sport et à l'international, je vais vous inviter à scanner le QR code qui est juste là et qui vous permettra notamment à ceux qui sont derrière d'utiliser l'application, vos écouteurs pour nous entendre correctement parce que nous sommes dans une chambre silencieuse. C'est un peu paradoxal avec le bruit qu'on entend derrière, mais ça vous permettra de nous entendre correctement, je l'espère. Donc voilà, donc je vous invite à scanner ce QR code. Et sans plus attendre, je voulais d'abord vous remercier d'être là, de nous écouter sur cette table ronde, comme je viens de le dire, consacrée au sport et à l'international. Avec moi aujourd'hui, Alice Hainaut, directrice prospective et développement chez l'Oxam, Xavier Malenfer, directeur des relations internationales et institutionnelles pour la Fédération internationale automobile, Karim Merida, directeur général conseil et développement pour le groupe Eventim, et moi-même, Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a 30 minutes, on va essayer d'être extrêmement pragmatique et on va parler de trois choses, enfin du sport et de l'international, mais autour de trois axes. Le premier, le constat, en essayant d'être aussi peu langue de bois que possible et mettre le doigt sur ce qui fonctionne moins bien. En l'espèce, on va plutôt parler du moins bien. Les enjeux, deuxième axe, les enjeux aujourd'hui en matière de sport et de relations internationales. Et puis quelques recommandations, quelques souhaits en tout cas de la part des acteurs ici présents. Le constat, j'ai le micro, donc je me permets de commencer. C'est l'avantage d'être modérateur de cette table ronde. D'un point de vue institutionnel, juste deux points s'agissant du sport et des relations internationales. Le premier, c'est d'abord de mettre le doigt sur la complexité de la chose. Sport et international, c'est très facile. C'est un titre qui est plutôt sexy, qui passe bien. Néanmoins, le sport, c'est une multitude d'acteurs. C'est pas un acteur unique, c'est pas un domaine unique. On parle parfois de filière sport pour parler de l'économie du sport. Mais le sport, c'est quoi? C'est le sport, les institutions, les fédérations, les clubs, les entreprises, tout un tas d'acteurs qui, de près ou de loin, ont trait à ce domaine d'activité. Et ce qui complexifie d'autant que l'international, c'est pas non plus un acteur unique, c'est une multitude de pays avec des cultures différentes, avec des approches différentes, sans oublier ce qu'on appelle le monde multilatéral, les enceintes internationales, les institutions, la galaxie onusienne, etc. Donc parler du sport et de l'international, c'est d'abord parler d'un monde extrêmement complexe et qui, du point de vue en tout cas de la France, exige une forme de coordination parce qu'on est un pays très centralisé qui a souvent besoin, envie d'être épaulé, d'être accompagné. Et donc aujourd'hui, c'est assez difficile, c'est le premier constat qu'on peut faire, de trouver un chef de file, une tête de gondole du sport français sur l'international, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a décidé d'investir ce champ il y a une dizaine d'années et de se lancer dans cette aventure qui est la diplomatie sportive. Voilà le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, ce travail de coordination entre ces acteurs, il est tout simplement indispensable. Il est indispensable parce que nous sommes attendus à l'international, déjà par tous ceux qui ont pu constater le savoir-faire français des Jeux de Paris 2024, notamment. Et pour faire en sorte que cette valorisation internationale soit réellement suivie des faits, que l'on puisse capitaliser là-dessus, il faut trouver un moyen de se coordonner, un moyen de travailler ensemble et de partager ce savoir-faire. Donc voilà pour le premier constat sur le plan, enfin en tout cas avec une contribution institutionnelle. Et l'avantage d'avoir cette table ronde avec des profils variés, je parlais de la complexité des acteurs, c'est qu'on peut tout de suite illustrer ce constat, cette diversité, avec le témoignage de Xavier peut-être. Donc quel constat fais-tu dans le monde du sport automobile français à l'international? Bonjour, merci Samuel, bonjour à vous. Oui, moi je vais apporter le témoignage d'une fédération internationale, un observateur qui voit cette complexité. Complexité et accélération des mutations. On voit depuis 4-5 années, notamment dans le sport automobile, l'arrivée de nouveaux acteurs. C'est un monde en pleine mutation où les enjeux financiers sont de plus en plus élevés, notamment pour le sport qui est le sport en figure de proue du sport automobile, la Formule 1.
Et la France, qui est pourtant le berceau du sport automobile, qui accueille encore le siège de la FIA à Paris, place de la Concorde, où elle est née, elle est concurrencée, mais pas uniquement la France. Tous les pays européens sont concurrencés par des nouveaux acteurs. Et donc ça nous oblige à prendre en compte cette réalité, à voir que malgré cette historicité ce passé, il n'y a plus de position incontestable. Et on a face à nous des gens qui veulent leur part du gâteau. Le gâteau, il n'est pas extensible. Par exemple, en Formule 1, il y a 24 Grands Prix. On n'en aura pas davantage dans l'année. Donc quand il y a des nouveaux pays qui veulent rentrer, ils mettent sur la table des sommes suffisamment intéressantes pour que le promoteur du championnat du monde réfléchisse et regarde où, dans son intérêt strictement financier et aussi dans une vision de mondialisation du sport, vers lesquelles destinations il va se diriger. Ce qui pénalise les pays européens, la France en particulier. On avait un Grand Prix de France, on l'a plus. On a encore, il faut s'en réjouir, et on l'a vu ce week-end dernier, la plus grande épreuve de sport automobile dans le monde. 340 000 spectateurs sur un week-end. C'est peut-être aussi l'un des plus grands événements sportifs annuels avec le Tour de France. Mais le Tour de France, c'est gratuit. Il y a Roland-Garros, mais Roland-Garros, c'est sur 3 semaines. Là, on a 340 000 personnes sur un week-end. Et ça nous rappelle aussi que le sport automobile est encore populaire. Et ça, c'est un point aussi à prendre en considération quand on discute avec nos pouvoirs publics. C'est qu'investir dans le sport automobile, c'est pas sale. On contribue d'ailleurs à apporter des solutions. Et c'est populaire, et c'est populaire de plus en plus dans le reste du monde. Et donc si on n'y est pas, d'autres pays y seront à notre place. Donc qui dit popularité dit forcément concurrence. Bon, la concurrence dans le secteur privé, on a quand même l'habitude de cela. Alice, est-ce que le constat est partagé pour une entreprise comme l'Oxam vis-à-vis des concurrents internationaux, en tout cas des partenaires internationaux? Oui, alors bonjour à tous. Moi, je vais représenter peut-être la voix de l'entreprise dans cette table ronde. Effectivement, on livre des grands événements sportifs. Vous l'avez dit, Samuel, c'est très complexe, je vous le confirme. Alors oui, la vie des affaires, c'est complexe et la concurrence, on connaît. Mais c'est vrai que c'est difficile de naviguer dans les grands événements sportifs. C'est difficile de naviguer à l'international. Et pourtant, il y en a qui le font très bien. Nos amis anglo-saxons, ils ont beaucoup d'expérience dans cette façon de faire et ils chassent en meute. Et ils y arrivent très bien, ils occupent la place et vous savez bien, plus on a d'expérience, et c'est normal, plus les comités d'organisation vous font confiance. Donc à un moment, il faut réussir à prendre la place et donc rentrer dans le jeu, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire et une fois qu'on y est rentré, il faut transformer l'essai. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'ambition et d'attendus et on compte sur vous pour nous aider. Merci Alice. Karim, une deuxième voix de l'entreprise pour Eventim qui a été bien évidemment très impliqué sur les Jeux de Paris 2024. Quelques mois après cet événement formidable, quel constat du côté du groupe? Bonjour à toutes et à tous. En effet, le constat, si on peut le faire le plus clairement possible et sans langue de bois, tu l'as dit, c'est d'abord, je pense, partir à l'international, c'est avoir une vraie capacité de décryptage du local, du décryptage du pays dans lequel on va. Et la France ne manque pas de moyens et on s'auto-flagelle très souvent. On met les anglo-saxons très souvent devant et c'est vrai, ils sont extrêmement bien organisés. Mais la France, en fait, a beaucoup de capacité à intervenir à l'international, mais il nous manque, je pense, encore à l'international, des capacités de décryptage du marché pour permettre aux entreprises d'arriver dans des espaces concurrentiels qui sont mieux définis, des capacités d'intervention qui sont beaucoup plus coordonnées. Et je pense que c'est le mot qui va revenir beaucoup dans cette table ronde, le sujet de la coordination. On a beaucoup d'acteurs qui nous aident à l'international, BPI évidemment, Business France, le GIE, France Sport Expertise. Mais le sujet de la coordination, justement parce que les acteurs sont nombreux, appuyer sur un dispositif diplomatique qui est puissant, malgré encore une fois tout ce qu'on peut en entendre quelquefois, c'est quand même un énorme atout pour la France. Mais il faut être en capacité de mieux expertiser
les pays dans lesquels on va. Moi, c'est un premier constat qu'on fait avec l'agence Keneo, avec qui on se développe à l'international. Et la qualité des expertises qu'on mène pour mieux comprendre qui décide, qui passe les marchés et quels sont les déterminants de la victoire pour un appel d'offres, ça, c'est un élément qui est important. Et il nous manque encore, comme tu le disais tout à l'heure, le chef de file qui peut aider à mieux décrypter ce marché. Ça, c'est un premier élément. Le second, c'est que la France, c'est la France. C'est-à-dire on se met en concurrence entre nous, très souvent, et qu'il faut agir groupé. Vous disiez tout à l'heure, il faut chasser en meute. Et on a du mal. On a du mal à aller dans ce schéma-là. Donc là aussi, on a des outils, on a des moyens. Le groupement d'intérêt économique France Sport Expertise, c'est son métier que de réunir un peu les entreprises. Mais on a encore, par rapport aux anglo-saxons, aux Chinois, aux Turcs, une difficulté à s'adosser, à s'associer dès l'instant où on veut aller sur un territoire de conquête de marché. On le fait de mieux en mieux, mais pas encore assez souvent. Et surtout, on ne dispose pas vraiment des lieux dans lesquels on pourrait le faire de façon beaucoup plus structurée. Le troisième point qui me paraît important, c'est que quand on part à l'international, et pour savoir dans quel marché, tout à l'heure on parlait de décryptage du marché, il nous faut des outils. Il nous faut des outils d'analyse, il nous faut une plateforme qui permette... le MEDEF avait pendant tout un temps pensé à cette plateforme qui permet d'aspirer les marchés internationaux pour mieux les comprendre, surtout pour savoir ce qui est en fait ce qui est déployé dans le dispositif international en matière d'appel d'offres. Pour répondre à un appel d'offres, déjà, il faut arriver avant, et deux, il faut le savoir, il faut savoir qu'il arrive. Ce serait pas mal si un jour quelqu'un crée un outil, une plateforme qui nous permette, en fonction des pays prioritaires, de mieux comprendre ça. Et enfin, sur ce quatrième point, vraiment de retour d'expérience, j'ai eu la chance de vivre une partie de ma vie en tant que délégué interministériel dans le public. Je suis passé depuis 3 ans du côté sombre de la force, mais l'alliance publique-privée, c'est pas un gros mot, quoi. C'est pas un gros mot, surtout quand on n'a plus d'argent dans le public. Il faut continuer et commencer à travailler, ou alors accélérer le travail de la dimension publique-privée. Et ça, ce sera des victoires à l'international. Donc ces 4 éléments, moi, me paraissent être des fondamentaux à améliorer ou à développer pour qu'on soit plus impactant encore et qu'on puisse demain parler plus de la stratégie francophone ou française que de celle anglo-saxonne. Merci beaucoup, merci à tous les 3 pour ce constat vraiment auquel on peut tous adhérer et qu'on a vraiment identifié comme le point de départ pour aller de l'avant sur ces enjeux à l'international. Alors le deuxième axe maintenant, c'est ces enjeux. Donc le constat est fait. Quels sont les enjeux aujourd'hui concrètement, où est-ce que nous en sommes? Donc si je reprends cette dynamique, on a parlé d'une concurrence accrue, on a parlé de l'importance de rentrer dans le jeu, de décrypter les marchés, de s'associer et d'améliorer l'identification des opportunités. Je vais rajouter un nouvel enjeu à ce premier constat. C'est celui de l'importance de réussir l'acte 2 des Jeux de Paris 2024. On est satisfait, on est très heureux de ce qu'on a fait. On a reçu beaucoup de louanges, beaucoup de commentaires positifs sur cette magnifique séquence. Maintenant, le travail diplomatique, il commence vraiment en fait. En tout cas, un deuxième acte commence maintenant. Comment ? Eh bien, j'en ai touché un mot très rapidement, en s'assurant que la valorisation et que le partage d'expérience des Jeux de Paris 2024 puissent nous servir. Il peut nous servir de 2 manières différentes. La première des manières, c'est de nous rapprocher des pays qui souhaitent organiser des grands événements sportifs et qui souhaitent bénéficier de notre retour d'expérience, de notre savoir-faire, des leçons qu'on a tirées de cet événement, y compris sur ce qui n'a pas bien fonctionné. Et le fait de répondre positivement aux sollicitations des partenaires internationaux, des partenaires américains, des partenaires australiens, à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qu'il s'agisse parfois même du secteur privé, eh bien, nous permet de tisser des liens. Et on est exactement dans cette notion de soft power dont parlait tout à l'heure Philippe Diallo dans son introduction. Donc premièrement, utiliser ce partage de savoir-faire comme outil de rapprochement diplomatique et politique. Et la deuxième chose à faire, évidemment, c'est de faire en sorte que ça ne serve pas juste à signer des accords de coopération, des mémorandums d'accord et de très beaux petits papiers que l'on mettra dans les tiroirs, mais de s'assurer
que les retombées soient positives pour l'ensemble de l'écosystème, y compris, bien entendu, du secteur privé. Donc ça, c'est le deuxième enjeu majeur. Comment faire en sorte que lorsque nous, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, de l'écologie, partageons les points d'attention de l'organisation des Jeux de Paris 2024, comment peut-on faire en sorte que telle entreprise qui a contribué à la lutte anti-drone, telle entreprise qui a contribué au nettoyage et à la dépollution de la Seine, puisse servir également les intérêts de ces futurs organisateurs des grands événements sportifs. En tout cas, de notre point de vue, c'est un enjeu majeur, mais je sais que, en lien avec ce que Xavier a dit, en lien avec cette, on va dire, augmentation de la concurrence internationale, on touche aussi à des questions de souveraineté et de souveraineté nationale dans le domaine du sport. Oui, bien sûr. Pardon, oui. Je crois qu'il faut identifier à la fois nos atouts et savoir ce qu'on veut. Les atouts, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'après après les Jeux, on peut valoriser un savoir-faire. Et en sport automobile, on peut valoriser un savoir-faire. C'est l'avantage d'être un vieux pays du sport automobile, c'est qu'on a un petit peu d'expérience. Et c'est une expérience qui a de la valeur chez les nouveaux pays où ils veulent nous rattraper et nous rejoindre rapidement. Par exemple, ce week-end, je reviens sur les 24 heures du Mans, l'un des 3 pilotes qui était dans la Ferrari qui a gagné est un Chinois. Et c'est un pilote qui a été formé au Mans par la Sport Academy de la FFSA, la Pilote Academy. De même, il y a une autre école de pilotage qui est au Castellet, qui s'appelle Winfield, qui forme énormément de pilotes de monoplace, qui a formé notamment les jeunes filles qui sont en train d'apparaître sur la F1 Academy avec la série pour les femmes qui veulent et les filles qui veulent émerger en monoplace. Et cette école Winfield, elle a ouvert une école de pilotage à Bahreïn. Et donc elle va sur les marchés, soit il faut aller sur les marchés émergents, soit il faut attirer les acteurs de ces marchés en France pour qu'ils nous rejoignent et valoriser notre savoir-faire. Et puis il faut identifier nos objectifs et les mettre en corrélation avec nos moyens. Et tu as effectivement dit que les moyens sont peut-être pas si extensibles que ça. Peut-être qu'il ne faut pas systématiquement se fixer sur on va accueillir de nouveau un Grand Prix de Formule 1. Parce qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est cher. Si on fait la comparaison avec le boni de la fin des Jeux, je crois que c'est 70 millions d'euros, un peu plus de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, c'est à peine ce qu'il faudrait pour 2 Grands Prix. Donc, il faut les trouver. Hein. Et les marges de manœuvre pour l'organisateur local sont quand même très, très limitées, à part la billetterie grand public. Donc, ça suppose d'avoir des circuits accessibles en transport en commun et ça n'existe pas en France pour l'instant. Donc voilà, essayer d'adapter. Il y a d'autres compétitions internationales. La France s'est retirée de pas mal de calendriers internationaux. On pourrait proposer, et je pense que la FFSA, la Fédération française, y pense, des dossiers sur des épreuves qui sont plus accessibles, comme une épreuve du championnat du monde de rallye. On avait un rallye qui fait partie de l'histoire du rallye, qui est le Tour de Corse. On pourrait ramener ça en Corse, ça serait pas mal, ou sur d'autres rallyes régionaux qui pourraient se transformer, se mondialiser, et ça a des coûts moins élevés. Mais c'est adapter nos objectifs à nos moyens, et puis valoriser ce qu'on a, et l'exporter effectivement, ou attirer de nouveaux acteurs chez nous. Alors je retiens notamment de ce que tu as dit, l'intérêt de développer la formation, notre expertise, notre savoir-faire et le faire savoir. Je crois que c'est un enjeu aussi pour l'Oxam au lendemain des Jeux de Paris 2024 de veiller à ce que l'expertise qui a été acquise puisse se déployer au maximum. Oui, exactement. Donc pour nous, les enjeux, c'est de transformer l'essai. Pour ça, vous avez tout à fait raison qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de valoriser ce qui a été fait, ce que les entreprises sont capables de faire. Je crois que quand même c'est une très belle vitrine Paris 2024, il y a beaucoup de choses et de choses nouvelles aussi en termes de RSE qui ont été faites. Tout ça, il faut le savoir. Il faut que les différentes parties prenantes le sachent pour pouvoir le valoriser en France comme à l'international. Donc bien se connaître et partager. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un enjeu de retenir les talents.
Alors de les faire venir et ensuite de les retenir, parce que c'est toute une expérience accumulée et on en a besoin pour les prochaines expériences. Si on perd nos talents d'un GESI à un autre GESI, il faut tout réinventer à chaque fois et ça, c'est pas possible, ni pour nous, ni pour les comités d'organisation. Donc c'est ce que je disais, une fois qu'on est dedans, il faut réussir à continuer à performer, à avoir des GESI. Et puis c'est vrai, il faut aussi avoir des grands événements sportifs en France parce que c'est quand même parfois plus facile pour continuer à développer notre expertise. Et pour être bon à l'international, il faut aussi être bon à la maison. Et ça, c'est très important. Alors peut-être un grand tournoi de F1, c'est pas important. C'est pas important. C'est peut-être pas nécessaire, mais des GESI à la maison, c'est quelque chose de très important aussi pour valoriser les savoir-faire. Merci Alice. Sur ce point spécifique des grands événements sportifs internationaux, le fait de continuer cette dynamique, ça a été rappelé par la ministre notamment en introduction. On a de toute façon un calendrier peut-être un petit peu moins chargé que les années 23-24, néanmoins très prometteur avec les mondiaux de cyclisme notamment. Est-ce que c'est aujourd'hui pour l'Oxam une perspective sur laquelle il y a d'ores et déjà un positionnement? D'ailleurs, je vais faire la transition aussi en même temps avec la question pour Karim. Est-ce que ce calendrier aujourd'hui permet d'exploiter comme il se doit ou comme on le voudrait l'expertise qui a été encore renforcée pendant les Jeux de Paris 2024? Oui, je pense, mais c'est le sport à l'international ou notre positionnement dans les grands événements, c'est un peu l'entraîneur de football. Vision à 3 ans, fin de vie à 3 matchs. Voilà, il faut une vision, mais si tu ne gagnes pas les 3 matchs, tu es sur le banc de touche. Finalement, pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire la vision a été déployée, on a vraiment très bien réussi ces Jeux. Quand on part à l'international ou quand on vient sur les grands événements internationaux en France, on est souvent bien accueilli. Enfin, la marque France est quand même quelque chose. On est allé en Australie, au Maroc, à Dakar. Je salue les équipes du comité d'organisation des Jeux de Dakar ici, avec qui on travaille sur la mise en place de cet événement incroyable. Et en fait, cette transformation, le moment de grâce, entre guillemets, ne va pas durer 15 ans. Il va durer 2 années. Et c'est dans ces 2 années qu'il faut qu'on améliore nos processus et qu'on soit impactant. Et je souscris à ce que vient de dire Alice. Il faut absolument garder des grands événements sportifs internationaux en France, dans une concurrence internationale où les pays d'Europe de l'Est, les pays du Moyen-Orient achètent complètement le pouvoir, la force publique, les pouvoirs publics achètent complètement l'organisation des événements. Et nous, malgré le travail que fait l'État, le travail que fait la délégation interministérielle aux grands événements, on va avoir du mal à être très concurrentiel dans ce schéma. Et si on ne veut pas perdre de vitesse, on le voit, hein, les Jeux nous ont propulsés. Moi, je pense qu'un des héritages des Jeux Olympiques dont on ne parle pas assez, c'est l'héritage de l'international. Il y a beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui qui chassent les grands événements sportifs internationaux à l'international, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mieux s'organiser. Et je pense que c'est ces 2 balanciers qu'il faut gérer. À la fois profiter maintenant de notre label olympique. Et on l'a vu, on est allé à Brisbane quand même. Je veux dire, aujourd'hui, l'Australie, c'est le meilleur des Anglais, des Américains. Ils savent tout faire en divertissement, etc. Et nous, on est arrivé 2 petites agences minuscules. Et on a vu les discussions que l'on a eues. Parce que le label olympique, il est encore très puissant. Et ça, c'est un élément important. Et parallèlement à ça, il faut absolument garder le cap de l'accueil des grands événements sportifs internationaux. Et là, on voit qu'on est dans un moment de mutation sur la stratégie, sur la façon en fait d'aborder le positionnement de la France sur ces grands événements. Il ne faudrait pas qu'après l'Everest, on ait une décrue beaucoup trop importante qui en fait handicaperait nos entreprises à l'international. Enfin, dernier point. Sur l'impact, notre impact à l'international. Tu disais tout à l'heure les signatures de conventions de partenariat, de Memorandum of Understanding, ces éléments. Moi, j'ai été très critique sur ce sujet. Depuis que je suis du côté sombre de la force, je suis moins critique parce que, en fait, c'est une porte ouverte. Ça reste une porte ouverte. Je donne un exemple très simple. Avec Laurent Saint-Martin, on est parti au Maroc. Laurent Saint-Martin a créé monsieur le ministre a créé une task force
Maroc-France. Et en fait, la façon dont il l'a fait, parce qu'il y a aussi de la méthode derrière, j'en ai fait plein dans ma vie de directeur de cabinet, de ministre ou de DIGES, mais celle-là, elle était très particulière. C'est qu'en fait, il est venu et il a laissé 90% de la relation au monde de l'entreprise, aux entreprises. Et on a fait des B2B avec les instances publiques marocaines extrêmement intéressantes. On est sur une autre forme de partenariat, un partenariat qui se veut davantage pragmatique, et c'est justement cette relation que l'on veut construire aujourd'hui avec les partenaires étrangers. C'est pas seulement des coopérations de forme, mais des coopérations concrètes qui en effet laissent les acteurs, les experts, évoluer avec cet accompagnement. Alors on s'est laissé un petit peu emporter, et en termes de timing, on avance lentement mais sûrement vers la fin de cette table ronde. Il nous reste environ 6 minutes. On va aborder le troisième axe, celui des recommandations, les recommandations concrètes. Là aussi, je vais peut-être commencer en essayant d'être très bref et en donnant une seule recommandation de mon point de vue en tant qu'ambassadeur pour le sport. Je dirais que c'est l'enjeu essentiel de décloisonner, y compris nos services diplomatiques à l'étranger lorsqu'il s'agit de sport. Je m'explique. Aujourd'hui, les enjeux du sport, ça peut avoir trait à la construction, au BTP, aux grands contrats. Et dans ce cas-là, l'interlocuteur clé, c'est le service économique ou service économique régional. Si on est sur l'accompagnement de start-up, de petits marchés, de contrats, on a des acteurs essentiels comme notre opérateur Business France qui va accompagner, entraîner les entreprises et leur faire découvrir les marchés locaux. Mais il n'y a aucune certitude que ce monde du sport, dont j'ai expliqué la complexité tout à l'heure, ne donne lieu à une coopération interservice au sein d'une ambassade qui, comme vous le savez, regroupe différents acteurs venant de différentes administrations. Donc ma recommandation, c'est de faire comme on a commencé à le faire dans un certain nombre de pays, notamment le Sénégal, de travailler en task force. Je sais, c'est un mot aujourd'hui un petit peu galvaudé, mais qui permet aujourd'hui le partage d'informations capitales sur la mobilisation de la France dans le domaine du sport à l'international. Xavier, je continue, je garde le même rythme et la même tournure. Il nous reste 4 minutes 30. En termes de recommandations, vu de la FIA, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au mouvement sportif sur les enjeux internationaux? Vu de la FIA et vu d'un Français, c'est continuer et renforcer l'influence des Français dans les organisations internationales. Parce que même des élus peuvent faire le relais d'entreprises françaises, peuvent mettre une touche supplémentaire pour valoriser nos partenaires. Et ça, c'est de la coordination entre vos services, identifier avec nous, avec les fédérations, les postes à pourvoir et aider les candidats français à travailler. Je ne dis pas de la FIA parce que nous, on est neutre, hein, mais il n'y a plus un Français au Conseil mondial du sport automobile. Il y a des élections dans 6 mois. Ça serait pas mal qu'on aide le président français de la Fédération française à accéder à ce poste. C'est pas compliqué, hein, il suffit d'en parler au président de la Fédération internationale, mais il suffit de le voir. Et puis valoriser nos pépites. Il y a des pépites dans l'événementiel, il y a des pépites dans la logistique. En sport automobile, il y a toute une série d'entreprises qui interviennent au plus haut niveau, mais qui ne sont pas tellement à la fois reconnues en France. L'ACO n'organise pas que les 24 heures du monde, ils organisent tout le championnat du monde d'endurance. Le groupe Amaury organise le Dakar, mais ils organisent aussi tout le championnat du monde de rallye raid. On a Oreca qui prépare des voitures pour Ferrari, pour toutes les compétitions en GT. Enfin, on a des vraies entreprises, un vrai savoir-faire. De temps en temps, c'est pas mal de mettre le spot sur eux pour qu'on les aide, on les accompagne et on les valorise auprès de tout le monde. Présence française dans les institutions internationales, valorisation des pépites. Alice? Y aller ensemble, y aller groupés, mais y aller de façon efficace, parce que beaucoup de réunions, beaucoup d'entretiens, en fait, c'est beaucoup de temps. Et donc, viser l'efficacité avec les pouvoirs publics et avec les partenaires, participer à des organisations, le FSE, Karim, vous l'avez mentionné, mais il y en a d'autres, territoire d'événements sportifs en France aussi,
Voilà, donc, et ça nous aide à naviguer, à se faire connaître et à valoriser aussi ce qu'on sait faire parce qu'on innove énormément. Je crois que les grands événements sportifs doivent s'inscrire évidemment dans le développement de la société de façon générale. On parle beaucoup de RSE, mais c'est pas galvaudé. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'entreprises et d'entreprises françaises qui innovent énormément et ça, c'est marquer des points dans des appels d'offres à l'international et c'est très concret. Donc être efficace et concret, c'est je pense, un bon enjeu pour la suite. Peut-être une question rebond pour Karim. Le fait d'y aller groupé, comme a été évoqué par Alice, mais le fait d'y aller groupé en présentant une offre intégrée, est-ce que ça fait partie aussi des recommandations ? Oui, d'abord, je pense qu'il y a un mindset, il y a une façon de faire, et je pense qu'il faut qu'on soit décomplexé, parce que voilà, la France souvent arrive à l'international avec un petit complexe, des fois d'infériorité. On est impactant, on sait faire, il faut vraiment y aller de façon extrêmement volontariste et surtout plus droit au but, plus business first. Ça, c'est un élément d'état d'esprit. Et puis ensuite, en effet, de façon coordonnée, et on le voit, en fait, c'est pas le soutien qui manque, c'est l'efficacité liée à la coordination de ce soutien qui, aujourd'hui, laisse encore à désirer. Et c'est là-dessus où il faut aller. Et puis agir en team, avec des offres groupées. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas dans notre culture, quoi. On a tendance à se concurrencer ou alors à aller grouper sur des marchés, mais toujours derrière un géant. Et quelquefois, il y a une petite start-up qui, en fait, ouvre les marchés et sur lequel il faut aller se positionner derrière. En tout cas, il faut agir groupé, il faut agir en Team France. Il ne faut pas que le dire, il faut le construire dans les logiques d'appel d'offres, dans des formes de réponses dans lesquelles on répond de façon croisée. Et c'est ça, pour moi, la réussite. Merci beaucoup, Karim. Juste une remarque, une dernière remarque. Il nous reste 8 secondes. Il faut être présent dans les enceintes internationales. Je pense par exemple à Sport Accord. Ils ont un salon. Ils ont fait une édition de Sport Accord l'année dernière. Il y avait toute une série d'acteurs internationaux, mais il n'y avait pas les Français. Et dans ce genre d'assemblée, on se rend visible. Et évidemment, allez-y groupés. Mais c'est important. Et on remerciera BPI justement pour aussi pousser cette visibilité de la France grâce à un événement comme Sport Définition, celui auquel vous participez toutes et tous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Nous sommes 27 secondes au-delà du temps réglementaire, mais on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette table ronde sur le sport et l'international. Merci beaucoup. Merci à vous.